Bonjour et bienvenue dans La Trêve, le podcast qui vous aide à faire la paix avec vous-même. Aujourd'hui, on parle entrepreneuriat avec Garance Berthaud qui est Community Manager et Slowpreneur. C'est un épisode qui va particulièrement résonner pour vous si vous hésitez à vous lancer ou si vous venez de démarrer et que vous traversez les montagnes russes émotionnelles du début. Et si ce n'est pas votre cas, pensez à le partager à un ou une entrepreneur que vous connaissez parce que c'est une interview qui fait du bien. Vous verrez, c'est un épisode déculpabilisant, encourageant, qui permet de donner ou de retrouver foi en soi et en son projet. On y parle des injonctions, des challenges, des doutes, des victoires et des pièges de l'entrepreneuriat, de ce qui nous amène à faire et à assumer ce choix. La grande question, c'est peut-être celle-ci. Est-ce que vous êtes vraiment prêt ou prête à vous lancer, à vous remettre en question, à vous réinventer, à vous faire confiance et aussi à vous foutre la paix? Je suis Caroline, une guerrière qui voit la vie comme une grande aventure et qui n'est pas toujours facile, mais qui n'a pas forcément à être un combat. Pour moi, c'est un voyage vers et avec soi. Dans ce podcast, je vous partage cette vision en portant ma casquette de sophrologue et coach holistique. Vous trouverez des réflexions, des pratiques et des interviews pour explorer ensemble des clés pour faire la paix avec la vie. Parce que je pense que c'est la clé de l'équilibre intérieur. Et la première étape d'un processus de paix, c'est la trêve. Ici, je vous invite à faire une pause pour, au fil des semaines, faire la paix avec vous-même et voir le monde sous un autre angle. Alors rejoignez notre communauté de guerriers et de guerrières pacifiques, abonnez-vous et faites de ce moment votre trêve. Bonjour Garance. Bonjour Caroline. Merci d'avoir accepté mon invitation pour partager ta vie et ton expérience de guerrière entrepreneuse. Merci pour l'invitation, je suis super contente d'être là. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Rapidement, comme ça vient, comme tu le sens. Ok. Je m'appelle Garance, je suis entrepreneuse à Strasbourg et je suis community manager à mon compte depuis 1 an. Voilà. Et je pense qu'on aura le temps de parler un peu plus en détail dans la suite. On va explorer le tout. Donc, je me présente de manière courte pour explorer la suite avec tes questions. Dans la thématique, question que je pose à tous mes invités, quel type de guerrière es-tu ? Moi, j'ai une personnalité à la base assez... curieuse, assez à faire plein de trucs. Okay. L'exemple typique de ça, c'est que quand j'étais petite, alors je pense que c'est quelque chose qui arrive peut-être à beaucoup d'enfants, mais l'exemple typique, c'est que quand j'étais petite, je voulais être avocat, vétérinaire et journaliste. Et même sur mon parcours professionnel, ça se voit, j'ai fait plein de trucs sur des périodes assez courtes finalement. Je suis passée par la littérature, l'édition, la communication. Là, en parallèle de mon entreprise, je suis dans la restauration rapide. Et j'adore découvrir plein de trucs tout le temps. Donc pour moi, c'est déjà un premier signe de... Une guerrière un peu multitâche, c'est ça, hyperactive. Multitâche, hyperactive, où j'ai besoin qu'il se passe des choses. Et après, j'ai un autre côté... alors... C'est un peu délicat parce que le diagnostic a été posé quand j'étais vraiment petite. Et à l'époque, j'ai 29 ans, je suis pas non plus 70 ans, mais ça s'appelait enfant précoce. Ok. Alors je sais pas comment on dirait aujourd'hui, on disait aussi enfant surdoué, peut-être aujourd'hui, qu'on dirait TDAH. Étiquette HPI, je pense. Ouais, HPI, enfin... HPI, j'ai jamais... TDAH... j'ai jamais été diagnostiquée adulte, donc je sais pas trop comment... T'avais quel âge quand ça a été posé? J'étais en maternelle, je devais avoir 4-5 ans. Ah oui. Et j'étais très très jeune et on m'a fait des tests de QI, des trucs comme ça, parce que j'étais... effectivement très en avance, je savais déjà lire, etc. Et j'étais au taquet pour tout. Et puis j'avais aussi des comportements très hypersensibles. Okay. Et c'est quelque chose que j'ai gardé encore aujourd'hui. Donc j'ai pas de diagnostic médical là, donc je ne me revendique pas d'une quelconque étiquette parce que je considère que l'autodiagnostic c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. Mais je sais que j'ai aussi cette casquette-là d'hypersensibilité où du coup, au-delà de mon côté hyperactif, je vais être hyper empathique et je vais avoir besoin que tout soit parfait tout le temps. Donc pour moi, c'est un peu les deux casquettes guerriers de la vie que j'ai. C'est le côté très hyperactif et le côté très 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 empathique qui font que je me retrouve sous l'eau finalement assez vite. Si je n'apprends pas à gérer le truc, j'ai un côté... Tu peux te warrior, sentir facilement dépassé par tes propres choix ou émotions.
Je fais une petite parenthèse pour les curieux et les curieuses. Si vous avez envie de découvrir l'archétype qui vous reflète le mieux, vous pouvez faire le test sur mon site harmonie-3c.fr. Quel type de guerrier-guerrière de la vie êtes-vous ? Je vous mets le lien en description, c'est un quiz gratuit, simple et ludique qui vous propose une nouvelle grille de lecture sur votre personnalité, vos motivations et votre talon d'Achille. Vous pourrez également découvrir des exemples de personnes célèbres ayant le profil le plus proche du vôtre. Ça permet souvent de se sentir un peu moins seul. Et puis, surtout, ce test vous donnera une idée de la plus petite action que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour amener du changement dans votre vie et un peu plus d'harmonie. Voilà pour la parenthèse, revenons à notre épisode du jour. Pour aller un petit peu plus loin dans la présentation et toucher aussi le sujet du jour de l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux resituer ton parcours ? Alors, je sais pas si je commence par le pro ou par le perso, parce que les deux sont un peu liés, je pense. Donc en gros, moi je viens d'une famille de Reims. Là, je ne suis pas de Strasbourg à la base, même si j'aime beaucoup la vie. Et j'ai une fratrie, j'ai 3 frères, et mes parents ont divorcé quand j'étais toute petite. J'avais 7-8 ans à l'époque. Et j'ai du coup été surtout élevée par ma maman, et ma maman c'est... super maman, c'est vraiment la maman qui est retournée travailler après le divorce, qui a élevé un peu toute seule ses 4 enfants parce que mon père était un peu absent, on va dire. La guerrière Wonder Woman. Et du coup, qui a tout mené de front toute sa vie et qui encore aujourd'hui, qui apprend là tout doucement à vivre sans ses enfants qui sont partis du nid, qui sont devenus grands, mais qui pendant très très longtemps a tenu la famille. Donc j'ai aussi eu un modèle maternel de warrior absolu, et je le dis sans aucune acidité, c'est vraiment de la fierté. C'est assez admirable, je trouve. Et du coup, moi au départ, j'ai toujours été un peu la petite littéraire de la famille. C'est aussi ce qui a déclenché assez vite le test de QI, c'est le fait que je savais lire, parce que ma mère lisait beaucoup et du coup j'étais perpétuellement née dans les bouquins. Moi, une de mes passions quand j'étais petite, alors je disais c'est très bizarre, hein, mais c'était d'être assise dans les escaliers et de lire le Petit Robert pour apprendre le Petit Robert par cœur. Voilà. Donc voilà, j'ai toujours été là-dedans et du coup, assez entre guillemets naturellement, j'ai fait des études littéraires après mon bac littéraire. Et après, je savais pas trop quoi faire parce que j'ai fait prépa. Il faut savoir que les classes prépa, on te dit que ça te prépare au meilleur truc. Et en fait, pendant 3 ans, tu n'as pas le temps de te demander ce que tu vas faire après parce que t'es la tête dans ta prépa. Et je me suis dit, j'aime les livres, je vais aller dans l'édition. Okay. C'est comme ça que je suis arrivée à Strasbourg parce qu'il y a un master métier d'édition à Strasbourg et comme j'avais un profil aussi germaniste, Strasbourg c'était vraiment un peu l'idéal. Et j'ai eu l'occasion de partir en Erasmus après en Allemagne, à Mayence, donc pas très très loin. Et j'ai atterri à Paris pour mon stage de fin d'études, dans une grosse maison d'édition. Et je finis mon stage de fin d'études et le secteur de l'édition est un secteur très très bouché. Et j'avais pas non plus envie de rester à Paris, je voulais revenir à Strasbourg. La vie a fait que j'ai enchaîné sur un 2e master à Paris, cette fois plus culture et communication. C'est comme ça que l'histoire communication a démarré. C'est en 2018, du coup. Donc je fais ma petite vie parisienne, etc. Et cette fois, c'est bon, mon stage de fin d'études est à Strasbourg, donc je reviens à Strasbourg. Pas de bol, c'est aussi l'année du Covid. Et pas de bol, j'étais censée démarrer mon stage le 1er avril 2020. Bon. Donc je suis revenue à Strasbourg en mai 2020, donc rétrospectivement avec un mois de retard, mais voilà. Donc j'ai fait des petits boulots ici et là jusqu'à trouver une alternance. Du coup dans une agence de communication ici à Strasbourg. J'ai signé ensuite un CDI, donc mon alternance était 1 an, et j'ai signé un CDI dans la même boîte, sauf que l'ambiance s'est très très vite dégradée après la signature de mon CDI. J'ai pas été diagnostiquée burn-out, mais je pense qu'on peut déjà parler de sérieux épuisement professionnel. D'accord. Côté guerrière de la vie, quand tu nous tiens. Et j'ai eu la brillante idée de me lancer tout de suite. C'est-à-dire, j'étais en arrêt maladie tout le mois d'avril et je me suis lancée en mai. Ce qui fait que émotionnellement, j'ai un peu enchaîné sur le côté épuisement professionnel et derrière les premiers mois d'entrepreneuriat qui sont en fait jamais faciles parce que tu découvres tout, parce que financièrement ça suit pas forcément, que les résultats ils arrivent pas très très vite et que du coup tu te décourages facilement. Donc j'ai traversé une 2e période un peu sombre au moment automne-hiver en mode...
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer compliqué. plus que de rechercher un autre emploi? En fait, au début, je voulais chercher un autre emploi. Et alors, d'une part, il y avait le côté marché où il n'y avait pas grand-chose qui sortait sur Strasbourg. Et où moi, je voulais vraiment rester sur Strasbourg. Enfin, j'ai ma vie ici, donc et j'adore la ville, donc c'était hors de question de quitter Strasbourg. Donc déjà, il y avait le côté marché de l'emploi, pas forcément très très top au moment où je suis partie. Et il y avait aussi le côté où, en parallèle, je commençais à voir des entrepreneurs passer tout bêtement sur les réseaux sociaux, etc. Et je commençais aussi à voir des formations passer de plus en plus. Et j'ai commencé à me dire, en fait... j'ai jamais eu vraiment la fibre entrepreneuriale, tu vois. Je me suis pas, j'ai pas le profil Bernard Tapie ou autre où je me suis toujours dit ouais, je serais chef d'entreprise, j'aurais ma boîte, machin. Et en fait, je me suis dit mais là, j'ai quand même 2 ans d'expérience dans mon métier, donc j'ai une légitimité en termes de compétences, en plus de mes diplômes où je me sens prête, professionnellement parlant. À avoir cette maturité-là de mettre à mon compte parce que j'ai la solidité et théorique et pratique. Et je me suis dit, en fait, au pire, je tente et ça marche pas, quoi. Et ça m'évite de retomber, ce qui était un risque de retomber dans exactement le même schéma. Donc c'était aussi le fait d'être ta propre patronne? Ouais, c'était aussi le fait d'être ma propre patronne, d'avoir vraiment ce côté un peu rêvé qu'on a tous, je pense, au début de... je peux travailler d'où je veux, avoir les horaires que je veux. Côté un peu, je vais... Au moins, je suis responsable de moi et j'ai de compte à rendre à personne, tu vois. Enfin, il y avait le côté un peu... je vais être tranquille. Et je pense que j'avais besoin, effectivement, d'être tranquille. Et que même si un jour je retourne en salariat, parce que j'ai pas non plus de... Là, j'ai un emploi à côté en tant que salarié et je ne... À aucun moment, je fais partie de ceux qui disent l'entrepreneuriat c'est le modèle absolu pour réussir et les salariés ou les fonctionnaires c'est des cons. Donc le salariat a aussi ses avantages, la fonction publique aussi, l'entrepreneuriat aussi, c'est juste des modèles différents qui correspondent plus ou moins à ta personne et à ton projet. Mais justement, tout le monde n'a pas forcément envie d'être entrepreneur. Et tout le monde n'a pas forcément envie, et moi je le comprends tout à fait parce qu'il n'y a pas que le côté liberté, justement. Enfin, il y a aussi le côté prise de risque, le côté très... qui ne matche pas du tout avec mon côté contrôle d'incertitude permanente. De aujourd'hui, j'ai un business qui tourne parce que j'ai des clientes, etc. Demain, leur business à elles s'effondre, j'ai pas la main dessus, elles coupent tout, moi c'est terminé, je mets la clé sous la porte. Enfin, il y a quand même toujours un côté, même si c'est beaucoup des angoisses, parce qu'en réalité il y a quand même peu de chance pour que tout se casse la figure d'un seul coup et que ce soit la nuit noire, mais il y a toujours le côté un peu, tu sais pas de quoi demain il fait, et il faut prévoir sur du long terme, t'as le côté administratif auquel on ne prépare pas forcément non plus et qui est toujours une grande joie. Découvrir l'URSSAF, découvrir les impôts. Alors les impôts, on connaît un peu le côté particulier, mais côté pro, c'est encore autre chose. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui correspondent très bien à mon côté multicasquette dont on parlait au début. Oui. Où du coup, moi je m'éclate parce que je fais jamais 2 fois la même chose, j'ai pas une journée qui ressemble à l'autre, donc j'adore. Par contre, tu t'éparpilles vite et en fait, ton cerveau, il s'arrête jamais. T'as facilement une très grande charge mentale. Très facilement, mais oui, d'où ma question de qu'est-ce qui t'a donné au départ envie de te lancer. Donc il y a la question ou la notion de la liberté. Ouais. Le fait de dire, tiens, ça va peut-être nourrir ton côté multitâche et hyperactif. Il y a aussi un côté que moi j'ai découvert dans l'agence de com, c'est-à-dire que j'avais plusieurs clients et du coup j'avais plein de secteurs d'activité différents. Et du coup, pareil, pour mon côté très curieux, très multi-actif, c'est une liberté aussi que j'ai en freelance d'avoir plein de clients différents et du coup, au-delà de j'ai pas, moi pour mon business, 2 journées pareilles, j'ai pas 2 clientes pareilles, j'ai pas, enfin tu vois, il y a un côté très créatif comme ça qui moi me stimule vachement. Et où rétrospectivement, je pense que c'est aussi quelque chose qui me correspond pour ça, pour le côté, genre juste il y a tout le temps du challenge et c'est cool quoi. Tu t'ennuies pas. Parce que je sais que moi, un truc de bureau où je réponds à des mails toute la journée, c'est pas possible. Mais c'est pas un truc qui me boosterait au quotidien, comme là, en vrai, je me lève, je suis quand même contente de me lever, d'aller voir mes clients, de faire mes trucs, etc. Enfin, je pense que ça me correspond. La créativité. Là-dessus. Ouais. Ok. La liberté, la créativité. Ok. Quels ont été pour toi les plus gros challenges ?
Alors, je suis pas sortie de mon plus gros challenge. Je suis encore en ce moment. D'accord, lequel est-ce? Alors, en fait, moi, j'avais un peu un fantasme que je pense on a tous et qui est très alimenté par mon métier, c'est-à-dire les réseaux sociaux, qui est le truc de tu fais un truc le lundi, t'as les résultats le mardi. Ah, oui. Mais ça marche pas comme ça. Voilà. Oui, et du coup, au-delà du côté résultat très très vite, ce truc de surproductivité, de dès que je fais pas un truc, je culpabilise. Qui vient aussi de mon côté hyperactif, qui était là avant l'entrepreneuriat, mais le côté j'ai besoin que mes journées elles commencent à 8h, qu'elles finissent à 20h, sinon j'ai rien fait, d'avoir coché 50 cases de to-do, etc. Et ça m'a vachement plombée, en fait, entre mon tout démarrage où, entre guillemets, c'est normal parce que t'es à fond et que t'as envie de faire plein de trucs et que tu démarres, donc tu dis il faut que je sois à fond parce qu'il faut que je mette le turbo sur les premiers mois pour me faire découvrir, etc. Et commencer à construire quelque chose de vraiment cool. Et en fait, t'arrives au bout de 3-4 mois et t'es sur les rotules, quoi. Et t'en peux plus. Et du coup, je me suis pris une bonne grosse claque là en automne-hiver. Et je suis passée plus sur un mode... j'ai découvert aussi à ce moment-là le slowprenariat. Et je m'y retrouve vachement plus. Okay. Dans le sens où le slowprenariat, en gros, c'est un mot un peu vulgaire pour dire entreprendre de manière plus douce. Donc c'est vraiment... ça va vraiment de prendre des pauses. Ce qui, je sais, peut paraître absolument absurde quand on n'est pas dedans, mais... on ne prend pas de pause quand on est entrepreneur, ça n'existe pas. Donc il faut se forcer, entre guillemets, à prendre des pauses. En tout cas pour certains. Et jusqu'à juste respecter son rythme. Et en fait, si tu es du matin, tu bosses le matin, et point barre. Et apprendre à se connaître, et apprendre à se respecter, et à être... beaucoup plus doux avec nous-mêmes, parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, on n'a que des modèles, et notamment sur les réseaux sociaux, un peu comme pour les influenceurs, pour les très jeunes, que des modèles de surperformance, de surréussite, de glorification, de bosser 70 heures par semaine, parce que il faut faire 100 cas de CA tous les mois, et où en fait, ce modèle, il est tentant, parce qu'on a envie de réussir. Donc du coup, vu que c'est les messages qui sont répétés à longueur de journée, qu'on lit à longueur de journée, on finit par l'intégrer un petit peu. Et sauf que en fait, on s'épuise parce que on profite plus de nos proches, on se repose plus, etc. Et comme on est notre business, même pour notre business, en fait, c'est délétère, parce que sinon on s'écroule, le business il tombe plus, quoi. Donc il y a toujours un peu cet équilibre là à trouver de faire la part des choses entre la pression qu'on nous met, les injonctions qu'on se prend tout le temps dans la tête. Ok, donc ton plus gros challenge, c'est de trouver ton rythme d'entrepreneur et j'ai envie de dire ta définition de la réussite. C'est ça. Parce que tu dis, on a tous envie de réussir, mais dans ceux qu'on voit là qui gagnent 100K par an, c'est leur définition de la réussite. Exactement. Il y a d'autres personnes pour qui la définition de la réussite, ça pourrait être avoir un juste équilibre. Ouais. Et dans ce cas, peut-être que ça sous-tend 2 000 € par mois et pas 50 000. Ouais. Mais du coup, il y a les week-ends, il y a du temps libre pour la famille, où il y a d'autres points, mais c'est, voilà, chacun sa définition. Et arriver à toucher et à trouver sa propre définition et à mettre en place, du coup, les actions qui sont alignées aux logiques par rapport à soi, c'est pas toujours évident, parce qu'on peut essayer de se calquer ou de se coller à la définition de quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est le seul sujet sur lequel je suis d'accord avec l'expression école de la vie quand on parle d'entrepreneuriat. C'est le seul sujet, parce que sinon vraiment cette expression m'énerve, parce qu'il n'y a pas d'école de la vie. L'école de la vie, c'est la vie. On n'a pas besoin d'être entrepreneur pour avoir des challenges, pour avoir des grands moments de bonheur, pour juste aimer sa vie. Donc, parce que t'entends des trucs qui disent, des entrepreneurs qui disent l'entrepreneuriat c'est l'école de la vie. Il y en a certains, aussi, l'entrepreneuriat c'est l'école de la vie. Enfin, c'est le modèle absolu, en fait, pour se dépasser tout le temps, parce que c'est de la prise de risque, parce que c'est du challenge, parce que tu kiffes, parce que t'apprends de l'échec, parce que voilà. Ou c'est très culpabilisant aussi. Enfin, c'est vraiment des trucs pas sains, et où je pense que tu peux facilement tomber dedans quand tu démarres, parce que comme dit, t'as envie de réussir, et t'oses pas non plus forcément t'affranchir des modèles. Mais encore une fois, comme partout dans la vie, on a tous des modèles de réussite, et où en fait on ne se demande pas si c'est ça notre réussite.
Oui, c'est ça la grande question à se poser. Parce qu'après, c'est pas sain, c'est peut-être sain pour eux si eux, ça correspond à leur définition et qu'ils arrivent à trouver leur équilibre. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est des points, des grandes questions qui titillent, et notamment quand on est entrepreneur, parce que est-ce qu'on est son business, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr qu'on le porte, qu'on peut avoir facilement tendance à s'identifier à son business, et outre la charge mentale et cette espèce de pression financière qui amène aussi une envie ou un besoin de réussite financière, d'objectifs financiers, parce que oui, c'est la définition d'un business, quoi. Non, mais c'est très très juste. Et je suis assez d'accord avec toi sur le côté aussi, on n'est pas vraiment son business aussi. Et c'est un peu un des dangers. Je pense que c'est aussi ça qui peut amener le côté perdre son équilibre pro-perso. Le côté, en fait, on est tellement le visage et la responsabilité de notre business qu'on oublie qu'en fait, derrière, on est juste un être humain. Et que en fait si on est l'image de notre business, notre business il sera jamais parfait parce que c'est nous qui le faisons, qu'on va constamment être en train de le réinventer, et qu'il va y avoir des hauts et des bas comme pour tout, et c'est aussi ça qui est un peu compliqué à accepter, je pense, de faire la part des choses. Et au-delà ou à côté des challenges, qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant comme victoire Alors ça nourrit beaucoup mon côté hyperactif. Oui, ça on a dit la créativité. On a dit déjà beaucoup. Moi j'adore déjà d'une part le côté vraiment très humain, parce que du coup c'est quelque chose où on a moins, je trouve, en tant que salarié, ou après ça dépend peut-être des métiers qu'on fait aussi, mais moi en tout cas dans mon passage en salariat, j'avais beaucoup moins de relations de proximité et de confiance comme là j'ai eu avec mes clientes. Donc ça déjà c'est le premier truc. C'est vraiment le côté tu crées des vraies relations même avec des concurrents ou d'autres entrepreneurs, où tu vas faire des rencontres qui sont super cool. Ensuite le deuxième truc c'est évidemment quand t'as des clients qui te remercient, où tu sens que ça leur fait du bien que tu les accompagnes, que la collaboration se passe bien, qu'il y a des résultats, etc. Bon, ça, évidemment, c'est quand même toujours une victoire, parce que c'est un peu pour ça que t'entreprends quand même. C'est quand même, c'est pour faire du business, mais c'est quand même aussi pour servir à quelque chose de manière plus générale. Donc, moi, ça, c'est pour le côté vraiment victoire extérieure, on va dire, qui sont pas totalement liés à moi. Pour le côté plus victoire intérieure, déjà, je comprends, je trouve que j'ai beaucoup plus appris là en bientôt 1 an, parce que ça va bientôt faire 1 an du coup que je me suis lancée, sur moi, sur mes envies pro, sur tout le reste, que en 4 ans de master et quelques années de salariat. Enfin en fait c'est un truc où ça s'arrête tellement jamais que c'est aussi hyper enrichissant, parce que c'est là où on est ça obligé touche, pas sur la théorie de l'école de la vie. En fait, là où je n'aime pas l'école de la vie, c'est que pour moi, t'apprends aussi des choses au travail quand t'es salarié, quand t'as la fonction publique, même quand t'es encore étudiant, etc. Enfin, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas le seul endroit professionnel où tu apprends des choses et où tu te développes. Ça. Oui, on était sur les victoires perso. Donc, le fait d'avoir appris à te connaître, est-ce que ça a bougé beaucoup de choses ? Parce que, forcément, oui, ça te challenge aussi un peu personnellement, quoi. Donc, c'est assez, d'un point de vue, gestion des émotions, parce que, c'est les montagnes russes et qu'il faut apprendre à faire avec, à accepter que, t'as pas, ce qu'on disait tout à l'heure, une action lundi, un résultat le mardi, voilà. Donc ça t'apprend aussi quand même la patience, le côté persévérance. C'est Laura Slenzak, qui est une autre entrepreneuse strasbourgeoise, qui dit ça dans un podcast d'une encore autre entrepreneuse strasbourgeoise qui vient de se lancer, qui s'appelle Ça marche ton truc, qui invite des entrepreneuses à parler de justement leur rapport à leur métier, à leurs proches, etc., comment elles en parlent autour d'elles. Et qui est Cécile Kaufmann, donc, qui tient ce podcast, et qui disait, en fait, l'entrepreneuriat, la plus grosse leçon qu'elle a eue, c'est de se dire que tu plantes des graines et que ce que tu fais aujourd'hui, ça a des résultats dans 6 mois, 1 an. Et que en fait, c'est dur sur le moment, mais que tu apprends à l'accepter, et qu'une fois que tu as accepté ça, t'es un peu libéré de toutes tes pressions, etc., parce que c'est le plus gros truc, c'est le truc le plus difficile à accepter. C'est juste normal. Et le côté vendeur de rêve qu'on voit sur les réseaux sociaux, en 1 mois, tu vas avoir 60 clients, tu vas faire 100 cas, etc.,
tu le sais que c'est trop beau pour être vrai, et en même temps, t'as toujours une petite voix un peu insidieuse qui te dit ouais, mais si t'as pas ce résultat-là, c'est parce que t'as pas. C'est faux. Mais voilà, c'est faux. On va le dire. Faut le dire. On va dire c'est faux. C'est un mensonge. Alors il y a des gens pour qui ça arrive, mais c'est comme pour tout. C'est comme les gens qui deviennent millionnaires parce qu'ils gagnent au loto, quoi. C'est les 1%. Et moi, c'est aussi pour ça que tout ce qui est comparaison, etc., ça me saoule un peu, et que j'apprends aussi à m'en détacher. C'est que en fait. Ça, d'une part, ça ne sert à rien parce que ça ne nourrit que du négatif. Là où quand un parcours de quelqu'un t'inspire, au contraire, ça te donne envie de devenir comme lui, mais d'une manière plutôt positive. C'est qu'en fait, ce qu'on te dit souvent pas derrière, même des performances de posts, des choses comme ça, on te dit ouais, j'ai fait 1 million de vues sur machin. C'est depuis quand t'es lancé, combien d'abonnés t'as, quels sont les résultats de tes autres posts, des choses comme ça, où en fait on va te mettre le focus là où on veut bien te le mettre, pour se glorifier, etc. Et c'est très cool de célébrer ses victoires, hein, je ne critique pas ça, mais où en fait on va oublier tout le contexte derrière. Et sauf que la personne qui va tomber sur ton post, qui va voir j'ai fait 1 million de vues, machin et tout, elle sait pas forcément, elle a pas forcément tout le truc derrière pour analyser et du coup ne pas se comparer faussement à quelque chose qui n'est pas comparable parce qu'elle n'est pas du tout dans la même situation, mais où en fait à partir du moment où tu vas caler ça en modèle de réussite, ben tu vas induire une comparaison qui n'est pas forcément juste. Et moi c'est quelque chose sur lequel j'ai plutôt bien appris à déconstruire sur mes mois d'entrepreneuriat, mais qu'au début était dur aussi, quoi, sur ouais, mais il y a des gens qui réussissent effectivement en 3 mois, mais en fait faut accepter que c'est l'exception. Et pour toi c'est plus une question de... c'est une question de quoi d'ailleurs ? De personnalité, de... Même pas forcément. En fait, le truc que je ne remettrai jamais en question, c'est qu'effectivement, il y a des méthodes, il y a des bonnes pratiques, il y a des choses que tu peux mettre en place pour faire du mieux que tu peux. Mais déjà, ça veut quand même dire qu'avant, tu as réfléchi à tes objectifs et à pourquoi tu veux le faire. Parce que si c'est faire 10 millions de vues pour faire 10 millions de vues, c'est gentil, mais... bon, ça sert pas à grand chose. Moi, tu vois, typiquement, je suis community manager, donc en plus c'est mon métier, j'ai quand même aussi un peu un côté vitrine de performance de mon contenu qui peut des fois mettre un peu la pression, et j'ai appris aussi à m'en détacher. J'ai 300 abonnés sur Instagram, j'ai 3 clientes, j'ai un business qui tourne. Y a des gens qui ont 10K d'abonnés et leur business il tourne pas. Donc déjà, faut savoir ce que tu cherches quand tu vas chercher des promesses comme ça. Est-ce que tu vas chercher des clients ? Auquel cas, effectivement, c'est ton business. Et il y a effectivement une logique de si personne te connaît, il y a personne qui va acheter chez toi. Donc ça, j'entends. Par contre, je maintiens que ça reste quand même quelque chose qui peut marcher pour certains, mais qui ne marchera pas pour tout le monde. Et là, le côté... moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est qu'on va beaucoup passer de trucs gratuits, de petits hacks, de petits... si tu mets ça dans ta légende LinkedIn, ton post, il va faire 3 millions de vues. Et en fait, c'est pas vrai. Parce qu'il y a tellement d'autres choses qui rentrent en jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté valoriser les performances d'un seul poste, ou voilà. T'as tellement d'autres choses dans le contexte qui rentrent en jeu, et puis t'as des trucs... moi, j'ai une cliente, on en reparlait hier, on était en rendez-vous, elle a un post qui a fait 350 000 impressions en une semaine, un truc comme ça, enfin un truc de dingue. Elle l'a écrit 5 minutes avant, elle l'arrache, elle a cliqué sur publier. Elle a jamais eu les mêmes résultats depuis. Et en fait, quand tu vois quelqu'un qui perce, etc., déjà c'est très cool pour lui, donc on va pas dénigrer sa victoire. Mais c'est en fait, il y a des fois aussi où c'est pas prévu. Et où c'est une très bonne surprise, mais ce n'est pas prévu. Et il faut aussi, je pense, se laisser ce petit frisson de l'imprévu aussi, qui fait du bien dans la vie de... je contrôle pas tout et je suis pas là à attendre mes stats et à regarder mes stats toute la journée dès que j'ai posté un truc en me disant mon Dieu, si je fais pas 3 millions de vues, c'est la fin du monde. En réalité, oui, il y a des bonnes pratiques, mais il n'y a pas de recette magique. Parce qu'en fait, s'il y avait des recettes magiques, on ferait tous 3 millions de vues. Parce qu'on l'appliquerait tous. Personne n'a envie de dire j'ai envie de faire 2 vues et que personne lise mon contenu, tu vois. Enfin, c'est... Donc, la recette magique, c'est un peu comme la potion magique. Il y en a qui en ont, mais même pas... Enfin... Il y a des bons ingrédients, mais il n'y a pas non plus de trucs miracles. Et c'est aussi une rencontre à un moment de circonstance. Enfin, c'est aussi, il n'y a pas que les petites actions de la com. C'est aussi, t'as réfléchi ton business plan. Il y a vraiment une demande par rapport à ton offre. C'est aussi à ce moment-là précis de
du contexte global, il y a un vrai besoin. J'ai une de mes connaissances entrepreneuses qui était qui pour le coup elle est vraiment dans l'administratif et qui était dans les pros du tourisme. En 2020, son entreprise elle s'est cassée la figure et c'était pas parce qu'elle faisait mal son taf, c'est pas parce que mais c'est juste qu'en fait le contexte, la conjoncture actuelle elle fait que ça se casse la figure et elle s'est redressée depuis et voilà et tout va bien pour elle, mais en fait il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas dans le fait que ça prenne ou que ça prenne pas. Il y a des choses que tu peux maîtriser ton business model, tu peux maîtriser les petits hacks comme ça, communication, mais il y a aussi une grosse part de juste de chance, quoi. Enfin, on va pas se mentir, juste aussi de chance. Et très souvent, il y a quand même aussi des choses qu'on ne voit pas. Du genre des gens qui sont sur LinkedIn depuis 10 ans, évidemment, qui se sont construits une communauté depuis 10 ans, et qui sont du coup devenus des leaders d'opinion depuis 10 ans. Forcément, toi, t'arrives aujourd'hui sur LinkedIn, tu vas pas avoir les mêmes performances qu'eux, quoi. Et c'est normal, et c'est pas grave, et c'est pas ça qui compte. Et en fait, moi, c'est aussi quelque chose sur lequel je suis assez claire et prudente sur mes clients, tant sur le côté les chiffres, c'est des chiffres, il faut apprendre aussi à vivre en dehors des chiffres et à se focus sur son business et sur est-ce qu'on est bien dans son business et est-ce que le business tourne, parce que c'est ça qui compte. Enfin, on n'est pas... à la base, les réseaux sociaux, c'est un outil et c'est pas une fin en soi. C'est vraiment prends le temps aussi, et ça prend du temps de te connaître, de connaître ce que tu veux faire, avec qui tu veux le faire, de choisir tes collaborations et de juste de kiffer ce que tu fais, parce qu'on se lance pas pour s'enfermer en fait. On se lance pas pour se... Enfin moi si j'ai envie demain de m'enfermer dans une vision où je suis ce qu'on me dit et je choisis pas forcément ce que je fais, comment je le fais, etc., je retourne dans le salariat. Enfin un entrepreneuriat c'est quand même aussi le truc un peu pervers, c'est que effectivement on définit à 100% les règles. Je pense que c'est la valeur commune de ceux des guerriers ou guerrières qui décident ce choix-là, qui décident de se lancer en tant qu'entrepreneurs, c'est qu'ils sont drivés par cette valeur de la liberté. Après, la liberté peut prendre différentes formes, en effet. C'est le grand point, et en même temps, c'est le point sur lequel on a le plus de mal au final à construire, parce que c'est ce qui prend le plus de temps aussi de trouver le business qu'on veut, vraiment, d'appliquer les règles qu'on aimerait se fixer, etc. C'est aussi un peu un... parce que ça prend le temps aussi de déconstruire le mythe. C'est ça. On disait aussi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on met derrière la liberté, et se voir aussi que finalement... qu'est-ce qu'on met derrière la réussite, qu'est-ce qu'on met... Ouais. D'après toi, est-ce que tout le monde pourrait être ou devenir entrepreneur ? Je pense qu'en vrai, oui. Parce que c'est un genre ce qu'on vient de dire. Je pense qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul modèle d'entrepreneuriat et que par rapport à ça, tu peux... Enfin, pour moi, je vois pas de... Comment dire je trouve pas le mot. De barrière. Ouais, c'est ça, de barrière ou d'obstacle. Quelle que soit ta personnalité, tu peux réussir. Quel que soit ton... Enfin, tu peux te lancer. Quel que soit même le domaine d'activité. Enfin, en soi, tu peux être entrepreneur dans absolument tout. Enfin, c'est... Donc, il n'y a pas vraiment de... On m'en parlait par exemple du fait de gérer ou pas de l'incertitude. Imaginons quelqu'un qui a vraiment des difficultés à vivre dans l'incertitude, dans les prises de responsabilité, dans la gestion administrative, enfin je sais pas d'autres points. Est-ce que tu crois qu'il y a des... En fait, le truc, c'est que même si t'as des choses, des petites faiblesses, on va dire comme ça, c'est à toi de définir aussi ton business par rapport à ça. C'est l'énorme avantage de l'entrepreneuriat, c'est que tu mets tes règles et que du coup, alors c'est pas forcément des choses que tu peux faire tout de suite, non plus quand tu te lances au tout début, mais si tu sais que l'administratif c'est le truc que tu détestes et où vraiment c'est ta phobie et que t'en as beaucoup parce que t'as beaucoup de facturation à faire, des choses comme ça, beaucoup de compta, en fait tu le délègues. À partir du moment où t'as trop d'administratif et où t'as les moyens de le faire, tu le délègues. Et c'est plus ton problème. Si t'as du mal à gérer l'incertitude, tu vas orienter ton offre soit sur des trucs un peu où tu peux... des produits digitaux, entre guillemets, où tu peux avoir de l'argent qui rentre un petit peu tous les mois, et tu vas aller à côté... là, je prends vraiment l'incertitude financière comme exemple, mais je pense que ça peut être un truc assez partagé. Et tu prends un boulot à côté, tu vois, moi, typiquement, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, vraiment, comme tu définis tout de A à Z et que t'as vraiment le choix de le faire...
avec les contraintes et les avantages que ça a derrière, hein, qu'il faut pouvoir aussi assumer, ben t'as pas tant de barrières que ça, parce que c'est à toi derrière de gérer. Par contre, effectivement, si tu ne sais pas du tout gérer et que tu n'es pas du tout responsable, tu vas un petit peu galérer. Mais tu vas apprendre. Tu vas apprendre à gérer. En fait, tu vas pas avoir le choix que d'apprendre. Parce que En fait, pour être entrepreneur, ou entre guillemets, sur ça comme ça, un bon entrepreneur, faut bien se connaître. C'est que du coup, c'est ce qui te permet, comme on disait, de définir poser ta définition de la réussite, le cadre, ton business, la manière dont tu vas... Je pense qu'il faut quand même avoir un peu une idée de où tu vas, parce que tu peux pas te lancer en sachant pas du tout ce que tu veux faire, ce que tu vas proposer, etc. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une petite idée de ce que tu veux faire, vérifier un petit peu quand même qu'il y a une vraie demande sur ce que tu veux faire. Enfin, en soi, il y a de la place pour tout le monde, ne serait-ce que parce que quand t'es freelance, les gens te choisissent aussi pour qui tu es, et pas seulement pour ce que tu fais. Moi, je suis community manager, il y a je sais pas combien de community managers, tu rajoutes à ça les agences de communication, etc. Enfin, en fait, sur le marché, mon marché, il est ultra saturé. Néanmoins, j'ai des clientes. Pourquoi ? Parce qu'elles m'ont choisi pour moi. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment, il n'y a pas de barrière du tout. Par contre, il faut vraiment préparer, et c'est peut-être mon côté contrôle qui parle, et peut-être qu'il y en a qui peuvent se lancer à l'aventure comme ça, et tant mieux pour eux. Mais je pense qu'il faut pas sous-estimer d'une part le côté multicasquette, que c'est pas que la liberté, et je vais aller à Bali et je vais gagner 10K par mois en 2 mois. Et je pense qu'il faut aussi bien réfléchir à juste des trucs bêtes, mais le côté financier, le côté administratif, comment ça va se passer. Moi je donne un exemple très bête mais qui m'a un peu posé problème au début. C'est que moi je suis locataire, mais en fait je peux pas domicilier mon adresse, c'est interdit dans mon bail. Et c'est des trucs très bêtes. C'est des petits détails à la con, mais en fait si tu ne le sais pas, et moi je le savais pas et j'ai trouvé une solution aujourd'hui et tout va bien, mais tu te retrouves un peu le bec dans l'eau quoi. Et à te dire en fait j'y suis allée un peu sans réfléchir, et il y a plein de trucs comme ça, plein de petits détails où il faut je pense qu'il faut quand même se préparer un petit peu, enfin se renseigner un peu, prendre le temps de le faire, mais qu'il n'y a pas d'obstacle en soi. Enfin, c'est vraiment juste savoir ce qu'on veut faire, se dire qu'il y a un peu de marge de manœuvre et y aller, quoi. Il y a savoir ce qu'on veut faire, être clair sur ce qui se passe, et en effet peut-être prendre le temps de poser les fondations, mais savoir aussi qui on est. Donc c'est aussi bien capter et comprendre que ce que je vais mettre en place, je vais le mettre en place aussi par rapport à qui je suis. Oui. Ouais. Après, je trouve que en fait, qui tu es, enfin, tu changes quand même beaucoup. Enfin, moi, je me sens. Tu découvres à chaque fois. Tu découvres à chaque fois et tu te découvres et tu réinventes, etc. Donc, pour moi, c'est pas forcément un blocage de pas savoir à 100% qui tu es, parce qu'en fait, de toute façon, tu vas changer. Enfin, il faut te préparer aussi mentalement au fait que tu vas changer, que ton quotidien matériel va changer. Ça demande de rester à l'écoute de toi. Et je pense que le vrai... de te connaître, de te rencontrer à chaque fois, et à chaque fois que tu changes, d'aller rencontrer la nouvelle personne que tu es, ou les nouvelles... Ouais, et de l'accepter aussi, parce que c'est pas forcément le plus facile non plus, de se dire, ok, parce que tu te remets aussi tout le temps en question, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de passages obligés dans l'entrepreneuriat, avec le côté montagne russe. Mais moi je pense que c'est... faut aussi quand même voir le truc comme, alors pas un parcours spirituel, mais comme une vraie expérience totale. Qu'est-ce que tu as découvert ? En fait, je pense que ça m'a mis une grosse claque sur le sujet guerrière de la vie, justement, sur le côté hyperactif. Okay. Sur le côté, en fait, je peux pas tout contrôler, et c'est pas grave. Et si je ne contrôle pas tout, c'est bien. En fait, j'ai appris à développer le lâcher prise. C'est ça, ouais. Okay. Et ou même dans ma vie perso, j'apprends à me lâcher. Et il y a vraiment... Alors, c'est encore en construction, hein, donc il y a encore des journées où je fais des to-do list avec 50 points, machin, et où je me sens mal si j'en ai coché que 3. Enfin, voilà, c'est pas un parcours fluide, linéaire, etc. C'est comme tout, c'est dans la vie. Il y a des hauts et des bas, et il y a des fois où ça marche bien. Mais je sens, d'une part, que j'ai vraiment appris à lâcher prise, et deux... que ça me permet aussi de me repositionner moi dans mon rapport au pro,
mais du coup aussi au rapport au perso, et de redéfinir un peu des priorités de manière plus globale sur ma vie, parce que en fait oui, le côté je bosse 70 heures par semaine, il peut arriver très très vite, et où en fait là où dans un salariat tu peux remettre la responsabilité sur ton patron qui t'en demande trop, sur je m'investis trop dans mon taf, etc., mais où tu peux en tout cas avoir la tentation de trouver la responsabilité ailleurs. Là, la responsabilité, c'est que toi. Tu apprends aussi, je trouve, à te connaître et à te respecter, et à poser des limites aussi, à dire non quand t'as des clients qui dépassent les bornes, des choses comme ça. Enfin, t'apprends aussi à t'affirmer, parce que tu sors de ta posture un peu de salarié où tu fais ce qu'on te dit, etc. Et c'est pas grave du tout, hein, mais où t'es dans une posture peut-être un petit peu plus passive entre guillemets au travail. Même si tu travailles, etc. Là où, en fait, vu que c'est toi qui prends les décisions, que c'est toi qui définis les priorités, que c'est toi qui gères tout, que c'est toi qui organise tout, t'es bien obligé à un moment de te dire, mais en fait, c'est quoi mes vraies priorités dans la vie ? Comment est-ce que je vais réussir ? Et il y a forcément un moment où la question va t'arriver dans la tête. Donc, il va falloir que tu trouves des réponses. Alors, pas forcément tout de suite, mais il va falloir que tu définisses tes réponses et que tu te recentres un peu sur toi. Et sur vraiment ce que toi tu veux. Parce que sinon tu tombes dans des trucs qui ne te correspondent pas, et en fait tu t'éclates pas. Et moi là je commence vraiment à m'éclater aussi dans ma relation réseau. Je retrouve le goût de ça parce que j'ai changé par rapport à ça, et que je me sens beaucoup plus alignée aujourd'hui que ce que j'étais il y a encore même 6 mois. Ce côté beaucoup plus tranquille, beaucoup plus self-care, tout ce qu'on veut, slowprenariat, oui, où en fait, même je me rends compte que dans ma relation réseau, je l'ai toujours eu, mais je l'avais pas forcément identifié en tant que tel. Et en fait, là, aujourd'hui, c'est un positionnement qui est beaucoup plus affirmé, qui est beaucoup plus assumé, et avec lequel je suis tranquille. Là où, je pense qu'on a tous eu ça un jour dans notre vie d'entrepreneur, où je culpabilisais parce que je prenais 5 minutes pour aller aux toilettes dans ma journée. Enfin, je veux dire, c'était... quand tu démarres et que t'as envie d'être à fond, etc., chaque minute, c'est pour ton boulot, quoi. Donc... moi, je trouve que mais c'est aussi plus intéressant, hein, parce qu'il y a des gens qui vont trouver ça super de bosser 70 heures par semaine et qui vont s'éclater. Donc c'est aussi le côté, j'apprends à me connaître et à redéfinir, moi, mes priorités, et du coup, forcément aussi ma vie. Parce que, à partir du moment où t'as des priorités qui bougent, ta vie, elle change. Et je pense que dans 2 ans, j'aurai encore un autre discours sur moi, hein. Enfin, c'est aussi ça qui est hyper cool, et qui nourrit, encore une fois, le côté hyper curieux, hyper actif de mon côté guerrière de la vie. C'est que en fait ça bouge tout le temps, et que tu apprends au fur et à mesure, mais ça pour le coup comme dans la vie, où t'es pas la même personne à 20 ans qu'à 30 ans qu'à 35 ans qu'à 40 ans, et j'en passe, quoi. Donc restez à votre écoute. Ah mais ça c'est parce que oui, si t'oses pas rencontrer à chaque fois qui tu es ou ce qui se passe, tu peux te laisser enfermer et après dire non, là finalement c'est pas pour moi, ou là c'est pas mon truc. Si, ça peut. Faut juste autoriser la vie, à te montrer les choses et le process, à se mettre en place et accepter de bouger. Ouais, et pour compléter juste ça, faut pas non plus avoir peur d'affirmer les choses en se disant d'être dans une énergie un peu de perte, dans le sens accepter des trucs qui ne nous correspondent pas, ou foncer sur des trucs qui ne nous correspondent pas en disant oui, mais si je le fais pas, j'aurai jamais rien qui me correspond de toute façon. Et donc il faut que j'accepte pour... Par exemple, oser dire non à un client. Par exemple, ouais. Ou sur un positionnement qui ne nous correspond pas tout à fait, mais qu'on nous a dit d'avoir. Parce qu'en fait, il y a un marché qui est suffisamment large pour tout le monde. Mais vraiment. Et du coup, je pense qu'il faut aussi pas avoir peur de s'affirmer là-dessus. Sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et ce qui peut être vraiment un stress au début, parce que on découvre encore un peu, qu'on a envie d'avoir des missions vite, on a envie d'aider tout le monde. Et en fait... les gens, ils trouveront d'autres personnes qui leur correspondent mieux aussi. Enfin, et c'est pas grave. C'est comme pour tout dans la vie, d'ailleurs, toutes les relations. Il y a des amis, des amours, etc., qui vont, qui viennent. Maintenant, on est 7 milliards sur la planète. Il y a plein de rencontres à faire, il y a plein de gens à aider, et il faut juste trouver les bons, quoi. Dans les mythes, c'est un autre mythe qu'on entend ou qu'on voit souvent, de dire, mais tout est saturé. Ouais. Et c'est coup, tu as envie de déconstruire ce mythe, et tu dis, il y a de la place pour tout le monde. À moitié. En fait,
Je suis d'accord que ce qui marche, c'est la différenciation. Globalement, en termes de compétences, quand tu cherches aujourd'hui sur Google, sur LinkedIn, sur Instagram, etc., tu cherches un prestataire de service, ou que sais-je, tu trouves. Tu trouves. Donc effectivement, d'un point de vue purement fond, tu trouves. Et la vraie différenciation, c'est très bête, hein, mais c'est toi. Et il faut... Enfin, pour moi, le marché, il est saturé, il est pas saturé, parce que, en fait, tant qu'il y aura pas 7 milliards d'humains sur Terre, il y aura pas tous les business qui sont créés. C'est pas vrai. Parce que tous les business sont uniques, et c'est aussi ça qui est hyper cool dans le côté fixe et CREX, c'est que tu fais vraiment un peu ce que tu veux quand même, et tu choisis quand même un peu ce que tu veux. Même si t'as des marges de manœuvre plus ou moins larges, et que ça peut arriver à tout le monde de prendre un client, parce que financièrement, là, ce mois-ci, c'est compliqué. Ça arrive de faire des missions gratuites quand tu démarres pour avoir des témoignages. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent arriver, mais où en fait, c'est que du temporaire, et sur du moyen-long terme, en réalité, tu vas quand même globalement définir un peu qui tu es et avec qui tu travailles, quoi. C'est assez cool. C'est assez cool. Même si, encore une fois, il y a aussi des inconvénients. Hein. Après, c'est pareil partout. Hein. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. Et à partir du moment où un travail est un travail, il y a des contraintes. Même si ton travail est une passion, il y a forcément des moments, des situations, des événements où ça va rentrer, entre guillemets, un peu dans la case contrainte. Que tu sois salarié, indépendant, entrepreneur, méga businessman... mais des choses toutes bêtes qu'on n'a pas forcément, pour revenir un petit peu au sujet de trucs, se préparer et tout, mais des choses genre la prévoyance, la mutuelle, la retraite, etc. T'es entrepreneur, ça change complètement de quand t'étais en fonction publique ou quand t'étais salarié. Donc, Mais du coup, est-ce que toi, tu t'étais préparé en vrai? Parce que finalement, t'as dit t'es reparti, tu t'es lancé... en fait, t'as fait la préparation en même temps que tu te lançais. Alors, je me suis préparée sans me préparer. En fait, je me suis fait accompagner, et je pense que vraiment, quand tu te lances, c'est un vrai plus de te faire accompagner, parce que tu gagnes très très vite de l'expérience d'autres qui t'apportent beaucoup de vécu, de conseils, etc. Et qui te rassurent aussi, où ça te donne un cadre au début où tu peux être un peu seul chez toi, à pas trop savoir quoi faire. Par quoi je commence. Par quoi je commence, etc. Donc moi j'ai préparé en me faisant accompagner, en fait. Au final, j'ai un peu délégué ma préparation. Et j'avais pas non plus trop la vision, enfin je savais qu'il y avait des mauvais côtés, parce que je croyais pas trop aux vendeurs de rêves, mais je me représentais pas vraiment la réalité du truc. Mais c'est ça pour tous les métiers, enfin en fait tu découvres à chaque fois. Tant que t'es pas dedans, tu peux pas vraiment savoir de quoi il retourne. Donc voilà, j'avais déjà quelques pistes, mais j'étais pas non plus super préparée. Si on prend tout ce qu'on s'est dit jusque-là, s'il y avait un conseil à mettre en avant, ou un message que tu aurais envie de transmettre. En une phrase, c'est dur. Peut-être pas en une phrase, mais je veux dire une idée. Est-ce que c'est un mythe à déconstruire que tu as envie de garder en tête, une info ou un point ou un conseil qu'il faut garder en tête si on veut se lancer, ou quand on vient se lancer, ou même si on est entrepreneur depuis 5 ans? Est-ce que c'est un conseil par rapport à la communication, au réseau? Est-ce que c'est un conseil ou un truc qui tient à cœur juste Moi, c'est quelque chose qui est assez global, alors qui concerne aussi les réseaux sociaux pour le coup, mais qui n'est pas forcément que ça. Ça va être très cucu, mais prenez soin de vous. L'entrepreneuriat, c'est génial parce que tu fais plein de trucs, que tu rencontres plein de gens, que tu travailles, que tu t'éclates. Il faut pas s'oublier en chemin. Et pour moi, c'est le truc... alors, c'est aussi parce que je suis en plein dedans, mais pour moi, c'est vraiment le truc sur lequel, faites le tri sur vos réseaux sociaux, sur qui vous suivez, pour pas vous coller la pression. Vous collez pas la pression sur le nombre de vues, le nombre de posts, le nombre de je sais pas quoi que vous faites. Enfin, vraiment, faites à votre rythme. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de vous apprécier, prenez le temps de choisir ce que vous voulez et de savoir ce que vous voulez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le savoir là, maintenant, tout de suite, et peut-être que dans un an, ça aura changé, et c'est très bien comme ça. Donc juste... foutons-nous la paix. Foutons-nous la paix, parce que tu penses que c'est le piège de l'entrepreneur, de se perdre ou de s'oublier. En fait, il y a tellement
de modèle, je trouve. En tout cas, quand on se lance, je pense qu'on commence à acquérir une certaine maturité. Je dis pas que ça devient plus facile, mais ça peut être un peu plus ancré et un peu plus une habitude qui se crée. Ouais. Là où je pense que quand on se lance, comme dans tout, on va chercher des modèles, on va chercher à faire bien. Et je pense qu'il faut pas chercher à faire bien. Je pense qu'il faut chercher à faire comme nous on veut faire. Mais c'est pas évident, mais c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le côté prenez soin de vous et prenez le temps de faire ce travail. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez, de qui vous êtes, de qui vous voulez aider, de comment vous voulez aider, parce que c'est autant important, si ce n'est plus important au final, parce que c'est ça qui va déterminer les clients que vous allez attirer. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir des clients cool parce que j'ai cette approche-là sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui va avoir une approche beaucoup plus, entre guillemets, agressive sur le nombre de vues, je te rapporte, machin et tout, il va pas attirer les mêmes clients. Et on pourrait pas échanger nos clients parce qu'on ne comprendrait pas. Et c'est pas grave, c'est très bien. Ouais, et c'est pas le même positionnement. C'est ça, exactement. Et ça rejoint ce qu'on disait aussi sur le côté tout le monde peut le faire. Et le marché n'est pas saturé. C'est qu'en fait, moi j'ai cette approche-là, je respecte celle des autres, c'est juste pas la mienne. Et moi, tant que j'ai des clientes à qui ça convient et que j'ai des clientes aussi qui me conviennent, tout va bien. Et ça prend le temps que ça prend. Et on se met pas à son compte pour souffrir, quoi. Et je trouve qu'on peut l'oublier très très vite, parce que responsabilité, parce que envie de bien faire, parce que envie de tout faire, parce que je pense quand on entreprend, on a spontanément cette personnalité-là. Certaines croyances aussi, de se dire il faut souffrir pour réussir, ou il faut c'est se dire... Alors que... Non. Mais il faut apprendre, je pense qu'il faut prendre le temps d'apprendre aussi à passer par ces phases-là et être, le plus patient et persévérant possible. Faut pas, je pense qu'il faut pas s'entêter, mais il faut pas non plus lâcher tout de suite. Parce que, comme dit, des choses une graine plantée il y a 6 mois peut éclore. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut, juste trouver ce qui nous correspond, en fait. Et accepter que ça prendra le temps que ça prendra. Et que, si ça se trouve, demain, ce sera plus du tout la même chose. Laisser la vie être et se faire. Tu as dit tout à l'heure, foutons-nous la paix. Ça va me permettre de rebondir sur la dernière question, conclusion de l'interview, qui est aussi question que je pose à tous mes invités, un peu existentielle. Tu réponds comme ça vient, comme tu le sens, juste dans la thématique de chacun, sa définition de la réussite. C'est quoi, pour toi, la paix intérieure ? Alors, moi, j'ai déjà senti quelquefois. Et c'est assez récent que je commence à sentir. Souvent, ça va même pas forcément y avoir d'éléments déclencheurs. Ça va juste être dans une situation et je me dis waouh, c'est fou, j'ai pas d'angoisse, je suis bien, je suis contente d'être là, je suis contente des gens avec qui je suis, ou je suis contente d'être seule, l'un ou l'autre. Et où en fait, juste il y a un moment de réalisation de juste l'instant là présent, tout va bien. Et il peut m'arriver, il peut y avoir les impôts qui m'appellent en me demandant 3000 balles. Je vais être très tranquille parce que tout va bien. Et je vais dire, on va trouver une solution. Et voilà. Et pour moi, c'est un peu ça la paix intérieure, dans le sens où c'est réussir à construire... je sais pas si un jour on peut atteindre la paix intérieure tout le temps. Je sais pas. Mais parce qu'on est forcément des êtres humains et qu'on a des émotions à un moment qui peuvent ressurgir. C'est ok. Mais pour moi, c'est vraiment ce truc de se dire... Déjà, je suis un peu, entre guillemets, en accord avec moi-même. Alors, c'est un peu une grande formule, je sais pas si on peut mettre grand-chose derrière, mais de se dire, je suis contente de ce que je fais, de ce que je suis, et je suis alignée avec ce que moi, j'ai envie d'être. Et donc, c'est un truc un peu personnel. Et le côté, même s'il y a un truc, là, grave de l'extérieur qui m'arrive, je vais savoir le recevoir et je vais savoir le gérer sans basculer dans un truc de panique, d'angoisse, de je sais pas quoi. Je vais le gérer. Et ça va bien se passer. Oui, c'est les moments où tu es connecté à ce que j'appelle ta sécurité intérieure, où tu dis, ok, je sais que je vais pouvoir gérer, où t'es dans l'énergie du roseau, là, de je peux plier, je peux rebouger, mais je garde mon ancrage. Mais ce que tu as dit au tout début, je trouve que c'est une chouette définition, en tout cas dans ta définition de la paix intérieure, de dire, c'est cette idée ou ce sentiment de dire, tout va bien. Il y a un moment où justement il n'y a pas le combat, il n'y a plus le combat, là j'ai déposé les armes, c'est juste
tout va bien, où que je sois, quelles que soient les personnes avec qui je suis. Ouais. Et pour moi, c'est plus, moi je le savore plus sur des instants précis, tu vois, que sur vraiment du long terme. Mais ouais, et c'est parfois ça va être des trucs très très bêtes, hein. Ça va être j'ai une vue magnifique depuis ma nouvelle cuisine, et tu savoures. Et ça, je pense que c'est important de le savourer, déjà d'en prendre conscience et vraiment de s'y connecter, de le savourer, parce que est-ce que ça arrive sur du long terme constant, je pense pas, je pense que c'est utopique. C'est que du coup, voilà, la vie c'est des hauts et c'est des bas, c'est des moments, mais quand on arrive à s'y connecter, à les conscientiser, on peut s'y connecter aussi, du coup, plus souvent. Ouais. Et se dire, c'est ça pour moi la paix intérieure, c'est ça, c'est tous les moments où je sens par exemple que tout va bien, tout est ok, tous les moments où je vais le sentir, je sais que c'est ça, et en fait c'est là où ça fait du bien, où ça rassure aussi, c'est que ça amène, où ça renforce l'idée que oui, c'est possible. Oui, et dans les moments où ça va pas, tu peux le voir, de se dire mais en fait là c'est un état très ponctuel en fait, très de réaction, etc. Et c'est aussi ça, de se dire, en fait, c'est juste le cycle de la vie, et se dire, il y aura des solutions, il y aura un après, il y aura un... Et en fait, il vaut mieux se focus sur quel après. Moi, c'est ce que j'essaie de faire parce que j'ai une petite tendance aussi à l'anxiété, à l'angoisse. C'est, ok, là, maintenant, tout de suite, il y a cette situation-là qui me stresse. Comment je vais réagir, et comment... quel après je veux en fait. Et par rapport à cet après-là, comment là maintenant j'agis. Quand t'as tes moments de paix intérieure, tu vois, tu peux plus facilement te poser là-dessus. Se dire voilà, c'est un cycle, c'est voilà. Ouais, laisser la solution venir plus facilement, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Et puis être de place, plus serein quoi, même dans la réception et dans la réaction, de l'aborder de manière un peu plus entre guillemets rationnelle, et d'apprendre à pas refuser ses émotions, parce que ça c'est pas du tout une solution, mais de nommer la solution et l'émotion, et de directement dire ok, c'est une émotion, mais c'est pas pour ça que ça va définir tout le reste, et de faire la part des choses quoi, d'essayer de rester le plus constructif possible pour avancer. Juste d'accepter quoi. Accepter. Et c'est le grand défi de la vie, accepter. Foutons-nous la paix et acceptons. Exactement. Sans tout tolérer, bien sûr, évidemment. Le défi du guerrier, de la guerrière. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'il faut tout laisser passer, qu'il faut tout accepter et que rien n'est important. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre à accepter dans la vie. Voilà. Quelle conclusion. Eh bien, merci beaucoup, merci. pour ce chouette moment, pour tout ce que tu nous as partagé, pour les réflexions, peut-être que ça va amener. Ouais. Et puis, écoute, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Grand plaisir. Avec plaisir. Autour d'un thé, pour ne rien changer à la tradition. Salut Garance. Salut Caroline. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, je vous invite à attribuer 5 étoiles, laisser un commentaire ou partager l'épisode à une personne qui pourrait en bénéficier. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez oser être totalement vous, découvrez mon accompagnement sur mon site harmonie-3c.fr. Et si vous avez envie de partager votre propre voyage de guerrier ou de guerrière de la vie sur son chemin de paix, contactez-moi, je serai ravie de vous accueillir sur ce podcast pour inspirer notre communauté. Parce que la paix est le chemin et non la destination. À bientôt!